Sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. Mon sapin et de la maison d'édition Elisade que j'ai découverte il y a pas très longtemps. J'ai déjà lu 2 livres de cette maison d'édition et je pense continuer parce que ça m'a bien plu et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous la présenter aujourd'hui. Donc je vais tout de suite faire mon petit point sapin. Donc je vous présente Abraham, donc vous Abraham, vous, qui est mon sapin de Noël et qui va rester avec moi très longtemps parce que c'est un sapin de Noël avec des racines. Et si je voulais vous parler de mon sapin de Noël, c'était pour attirer votre attention sur cette question parce qu'on a eu beau dire oui, le sapin de Noël c'est la coutume française, peut-être. Effectivement, mais je pense que c'est important aujourd'hui de réfléchir un petit peu sur notre façon de consommer les sapins de Noël, à savoir est-ce que c'est vraiment très, forcé pour vous d'avoir un sapin de Noël? Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous ne pouvez pas déroger? Ou est-ce que vous pouvez faire autre chose? Moi je sais que petite, j'ai pas du tout été habituée à avoir des sapins de Noël. D'ailleurs le seul sapin que j'ai eu à Noël enfant, c'était un sapin de Noël qu'on a replanté ensuite. Donc en fait c'était toujours, je crois qu'on en a eu 2, des sapins avec racines qu'on a replantés. Mais sinon ma mère généralement prenait des branchages et faisait un sapin de Noël avec des branchages donc morts qu'elle trouvait dans les bois et qu'elle décorait. Et donc voilà, elle faisait tout à la main, c'était très artisanal, c'était très joli et ça n'a jamais gâché mon enfance de ne pas avoir de sapin de Noël. Et comme je vous disais, les rares fois où j'en ai eu, c'était des sapins donc, comme Abraham avec des racines et qu'on a pu réutiliser d'année en année au fil du temps. Et je trouve ça vraiment plus éco-responsable que de faire pousser un sapin, de le couper, de l'acheter ensuite sans racines et de les laisser donc mourir, parce que forcément si vous enlevez les racines, le sapin va mourir. Donc juste pour la période de Noël, je ne trouve pas ça très intelligent et c'est pour ça donc que moi personnellement j'ai opté pour un sapin, un vrai sapin, mais que par contre je vais le garder. Alors moi par exemple je vis en appartement, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris Abraham qui n'est pas très très grand. Et je sais qu'il va pousser forcément. Là j'ai pris quand même une star un petit peu moyenne, enfin, de toute façon c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon compagnon, mais vous avez aussi des tout petits sapins, donc si vous vivez dans une chambre étudiante ou quelque chose comme ça, vous pouvez prendre un tout petit sapin et il grandira au fil du temps, vous pourrez le changer de pot et petit à petit il évoluera, et je pense que en fait quand il sera grand vous pourrez avoir quelque chose d'un peu plus grand aussi en termes de pièces, peut-être une maison même, pour le planter dans le jardin ou pour le mettre vraiment dans un énorme pot et en faire voilà, soit vous faites un énorme sapin de Noël extérieur, soit peut-être vous le coupez de temps en temps et vous le gardez à une taille respectable pour un sapin de Noël. Mais voilà, tout ça pour dire que j'avais envie d'attirer votre attention là-dessus parce que je trouve pas ça justifier actuellement notre consommation débridée de sapins de Noël. Le fait de se dire oui, enfin moi on me l'a fait, donc très honnêtement je prends ça comme exemple, mais on m'a dit texto oui mais de toute façon les sapins ils sont plantés pour ça. Oui c'est bien, mais en fait il faut réfléchir un petit peu je pense en amont. Ils sont plantés pour ça, certes, mais est-ce qu'on est obligé d'en planter en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de faire? Est-ce que justement c'est pas ça le problème, le fait qu'on plante des êtres vivants juste pour les couper au moment de Noël? Enfin moi personnellement ça m'interpelle, je me dis mais il y a un problème en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris Abraham, parce que c'est un sapin avec des racines que je vais pouvoir aimer et garder, et que j'avais envie d'attirer votre attention là-dessus, en sachant que bien sûr je ne vous... peu importe votre choix, le but c'est pas de vous critiquer méchamment ou quoi, c'est simplement d'essayer de vous faire réfléchir un petit peu au sort des sapins, à votre propre position par rapport aux sapins. Voilà, c'est juste un petit point réflexion comme ça que je pose. Après vous en faites bien sûr ce que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi personnellement j'ai fait mon choix parce que je le trouve plus en accord avec mes valeurs. Après voilà, chacun fait comme il veut. Donc c'est ça. Maintenant je vais vous parler de la maison d'édition Elisade, parce que c'est une maison d'édition que j'ai découverte il y a pas longtemps, et d'ailleurs en fait simplement j'ai découvert une librairie et c'est cette librairie qui m'a fait découvrir la maison d'édition. Je me promenais dans la rue et tout d'un coup, oh une librairie, tiens. Alors pourtant j'avais fait pas mal de librairies dans ma ville, mais celle-là elle était un petit peu cachée, donc voilà, c'est un tout petit passage, à côté il y a le tuyau qui passe et il y a la librairie, à côté il y a un salon de thé, et voilà, enfin j'ai découvert comme ça.
Et donc le premier livre que j'ai découvert des maisons d'édition Elisade, c'est Bel Abîme de Yemen Manaï, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu y retourner. Donc pour vous faire un petit point sur la maison d'édition Elisade, en fait elle a été fondée en 2005 à Tunis, et c'est une maison d'édition qui vise à en fait promouvoir les écrits du Sud et les faire passer par le Nord. Donc moi les textes que j'ai lus, c'est essentiellement 2 textes du Moyen-Orient. Mais, alors je ne sais pas, il faut que je regarde un petit peu plus les résumés, mais peut-être qu'il y a aussi des textes qui viennent d'Afrique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, le fait de multiplier en fait et de diversifier mes lectures, parce qu'effectivement en France on a beaucoup d'ouvrages des États-Unis, Angleterre, des pays européens, mais alors pas trop à l'est, mais plus proche de nous, un tout petit peu de Russie, un petit peu de Japon, pas mal de Japon avec notamment les mangas, mais ce que je veux dire en littérature, il y a, bon ça va, le Japon est quand même pas mal représenté, mais par contre les pays africains et le Moyen-Orient, c'est un petit peu le désert parfois, c'est un petit peu dur à trouver. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais assez contente de voir dans cette librairie tout un truc, tout un rayon Moyen-Orient, parce que j'ai pu un petit peu tirer des choses de là-dedans. Et donc le fait que la maison d'édition Elisade ait ce combat à cœur, ça m'a plu. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de Moyen-Orient, bon je caricature un petit peu, mais globalement on parle de Moyen-Orient pour l'immigration et le terrorisme, sauf que en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. On parle du Moyen-Orient par rapport aux femmes qui sont voilées, alors pas dans tous les pays, mais dans certains. Souvent, en plus, ce sont des gens qui n'y connaissent rien qui parlent, ou voilà, de soi-disant experts. Moi, personnellement, j'ai banni la télé de ma vie, parce que à chaque fois que je l'allume, je m'énerve vite, que ce soit sur la publicité, que ce soit sur les propos tenus, je m'énerve en fait. Donc vaut mieux que pour moi, pour ma tranquillité personnelle, ne pas avoir de télé, parce que voilà, franchement ça m'agace. Je trouve les débats très... c'est pas des débats en fait, c'est juste des choses qu'on dit, enfin bref, j'ai vraiment du mal, à chaque fois que je vois une émission à la télé chez quelqu'un d'autre, ça me tue, donc je vis ma vie sans télé et je suis très contente comme ça. Internet est suffisamment riche pour voir un petit peu ce que j'ai envie de voir, mais c'est vrai que ouais, la télé et moi c'est un peu maladif, hein. Dès que je l'allume, les pubs, mais oh là là, bref voilà, c'était la partie publicité, mais sincèrement la télé donc voilà, et je trouve donc ça vraiment super de la maison d'édition de nous faire découvrir des auteurs du Moyen-Orient, des pays comme la Tunisie, comme l'Irak, l'Iran, etc. Enfin, il y a énormément de choses, et aussi des univers peu connus, peu représentés, donc voilà, je pense que je vais vraiment beaucoup aimer découvrir leur catalogue, et je ferai ça en 2022, hein, très honnêtement, j'ai décidé en 2022 de lire le catalogue de la maison Elisade. Bon, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de livres, donc je sais pas si je pourrais tous les lire, mais en tout cas je vais commencer par la collection littérature, et ensuite j'irai à la collection poche, la collection théâtre, enfin ils ont plusieurs collections, j'ai vu sur leur site, donc c'est ça. En sachant aussi que la maison Elisade est assez tournée sur la place des femmes, l'identité, la place de la nature dans ces pays. Donc ça c'est super. En plus j'ai noté leur engagement, alors je l'ai noté dans un livre. Alors, engagement de la maison d'édition, découvrir l'autre dans sa singularité, dans son universalité, combattre les préjugés, ça c'est super important je pense aujourd'hui de combattre les préjugés, faire entendre les battements du cœur du monde, avec toujours la même exigence, des textes garants d'une pensée libre, donc ça c'est vraiment bien. Donc c'est ça, et je suis super heureuse d'avoir trouvé cette maison d'édition, si bien que j'ai envoyé un mail pour savoir s'ils faisaient pas des partenariats par hasard, parce que ça m'intéresserait vraiment. J'essaie vraiment d'avoir des... Là j'envisage un petit peu peut-être pour 2022 de prendre des partenaires, mais je ne veux pas prendre beaucoup de partenaires, et je veux prendre des partenaires qui comptent un peu pour moi dans leur ligne d'édition, parce que en fait j'ai juste envie d'avoir des partenaires assez responsables, qui m'apportent des choses, qui m'apprennent des choses, et donc voilà, c'est ça. Pour vous montrer un petit peu les objets livres, ils sont super beaux, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé les couvertures, c'est aussi ça qui m'a attirée, aussi il faut savoir que la libraire avait mis un petit coup de cœur sur Bel Abîme, donc je l'ai pris aussi pour ça. Bel Abîme ça se passe en Tunisie, et le début m'a pas mal fait rire, parce que en gros moi je travaille dans le domaine juridique, et donc je suis assez habituée à tout ce qui est petits noms devant les noms des avocats, etc. Enfin, faut savoir que quand vous avez des professions comme avocat, commissaire-priseur, huissier de justice,
bon, il y en a pas mal en fait. Il y en a notaire aussi, enfin bon, il y a pas mal de professions comme ça dans le domaine juridique où en fait avant votre nom de famille on dit maître. Et quand on s'adresse à vous par mail ou par courrier, on dit mon cher maître, nanani nanana, je vous prie de vous croire, votre bien dévoué, blablabla blablabla. Enfin c'est très très normé, c'est assez rigolo. Et je pense en fait que quand les gens ne sont pas du tout dans le domaine juridique, ils ne comprennent pas trop, enfin ils disent mais attends, c'est qui ce mec bizarre là qui veut que je l'appelle maître, enfin c'est très bizarre. Donc voilà, et c'est assez, c'est pour ça que le début du livre m'a fait rire. Donc je vais vous le lire, hein, mais avant il faut savoir qu'on est face à un adolescent qui parle à son avocat, que le livre est conçu comme ça, donc c'est toujours un dialogue unique avec simplement lui qui parle, soit à son avocat, soit à son psychologue. Donc voilà. Aussi, ce livre-là est une fabuleuse histoire d'amitié entre un adolescent, donc le narrateur, et son chien. Je ne vais pas m'attarder sur cet aspect du livre parce que c'est tout le fil conducteur et de pourquoi est-ce qu'il est là en attente de son procès. Et c'est une histoire, je pense, qu'il faut découvrir. Moi, je vais vraiment m'attarder sur la situation en Tunisie qui est dépeinte dans ce livre. Et voilà, pour vous donner un petit peu des pistes. Et c'est ça. Donc, en fait, le livre, il commence par « Maître Bakouche, vous plaisantez ». Vous pouvez me cogner, comme l'ont fait tous les autres, mais je ne vous appellerai pas maître. Vous pouvez vous brosser, je ne le dirai pas, je ne suis pas votre chien. Et en fait, ça commence comme ça, et c'est pour ça le début m'a fait pas mal rire. Mais après, c'est pas du tout un livre pour rire. Hein. C'est un livre assez dur, assez cru, qui dépeint une réalité qui est faite de violence en Tunisie. Et d'ailleurs, tout ce qui est... la violence et le cycle de la violence parce que les pères battent leurs femmes et battent leurs enfants, et les enfants qui ne peuvent pas se rebeller contre les adultes, bah du coup battent les animaux, lapident les chiens. Il y a vraiment une scène horrible, enfin moi je suis très sensible à ça, donc forcément il y a une scène avec un caméléon et le sort infligé par les enfants, c'est... Mais voilà, c'est vraiment le cycle de la violence et d'ailleurs ça me fait un petit peu penser à, quand je faisais de la psychologie, à une expérience où effectivement on mettait des enfants dans une pièce et il y avait un adulte qui venait jouer avec une poupée et quand l'adulte prenait soin de la poupée, les enfants quand c'était leur tour avaient tendance à prendre soin de cette poupée, mais quand les adultes étaient violents avec la poupée, généralement les enfants ensuite avaient des comportements violents avec elle. Donc c'est vraiment ce cycle-là, ce cycle de la haine, je vois les autres taper, alors je tape aussi et c'est comme ça une sorte de violence qui est née du désespoir hein, de la situation en Tunisie, enfin c'est beaucoup de choses comme ça. Donc j'avais envie de vous lire un peu quelques passages pour vous montrer. Donc on a celui-là, le mur, le pays va dans le mur, c'est ce que tout le monde dit depuis des mois. Mais un soir, au Café des Sports, Tarek, le cerveau, a fait ses calculs et a déclaré « À la vitesse à laquelle on y va, je ne crains pas pour le pays, je crains pour le mur. On va le défoncer, on va le niquer, et on va passer de l'autre côté de l'espace, et peut-être même de l'autre côté du temps. » Autour de lui, tout le monde a ri, de ce rire qui est en fait une autre façon de pleurer. En fait, c'est ça, c'est genre... la situation est tellement désespérée qu'on préfère rire que pleurer, mais que en fait, c'est triste en fait, c'est juste on rit parce qu'il n'y a pas autre chose à faire et c'est ça, c'est un peu comme faire des blagues sur l'état actuel de la planète, si on s'y penche trop, ça peut vite devenir décourageant et parfois le seul réflexe c'est de rire et on sait que c'est un rire qui n'est pas vraiment de la joie mais qui est plus un rire un peu désespéré on va dire. Donc voilà, ensuite sur la violence, j'ai des petits passages aussi. Alors, je vais pas lire ça parce que c'est sur le caméléon. Alors, au bout d'un moment, il parle des pères. Et les pères que je connais, il y en a pas un pour sauver l'autre. Sur la tête de Bella. Alors, Bella, c'est le chien. Sur la tête de Bella, ce sont des enculés. Tenez, Karim, mon voisin, son père propriétaire d'une oliveraie, le fouettait avec un rameau d'olivier. Karim me disait que quand il fendait l'air, le rameau faisait un joli bruit avant de laisser un amour de traces. Et ya, combien de fois son alcoolo de père les a foutus dehors en pleine nuit, elle, sa mère et sa petite sœur, coup de pied au cul en les traitant de putes. Et c'est ça dépeint cette violence-là, et il y a beaucoup de passages très très durs dans ce livre, et c'est aussi pour ça qu'il m'a plu, hein, parce que ça dépeint une réalité qui est compliquée et qui demande en fait que l'on s'y penche. Donc on a plein de passages comme ça. La vérité, c'est qu'on ne mérite pas d'avoir des animaux dans ce pays, même pas des chiens, même pas des mouches. On devrait rester entre nous, entre monstres. De toute façon, ils finiront par nous quitter. Même les mouches partiront et nous laisserons seuls dans notre haine et notre merde. Même les arbres, s'ils le pouvaient, ils arracheraient jusqu'à leurs dernières racines et foutraient le camp. Et c'est ça, en fait, c'est un pays où il n'y a plus rien. Enfin, vraiment, le narrateur est vraiment quelqu'un qui déteste l'injustice et qui combat contre cette injustice. Et d'ailleurs, c'est
pour son combat contre cette injustice-là qu'il est actuellement en prison en l'attente de son procès. Et c'est ça, enfin, c'est toute cette réalité qu'il dépeint avec une amertume, avec un regard d'adolescent, mais un regard très dur. Et c'est vraiment... Donc là, en fait, il parle des femmes. Et c'est aussi un sujet qui me tient pas mal à cœur, ce sujet sur les femmes, parce que ce soit dans les pays du Moyen-Orient ou dans les pays occidentaux, je pense, mais alors ne prenez pas ça comme une insulte, hein, je suis moi-même une femme donc je comprends, je pense que les femmes ont aussi leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive, mais c'est aussi du fait de la culture, du fait de l'éducation, du fait de la peur. Il y a quelques jours je lisais, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je lisais Baiser après MeToo qui a été dessiné par Digli, alors je ne sais plus l'autrice qui c'est, mais en gros c'est des lettres aux hommes et des lettres où par exemple lettre à celui qui n'a pas mis de préservatif, lettre à celui qui m'a pénétré pendant que je dormais, etc. Et en fait, c'est toute la problématique par rapport aussi au viol et pourquoi les femmes ne vont pas dénoncer leurs violeurs et restent silencieuses, ne disent rien. Toute cette problématique du silence, de la peur de déranger, de la peur de créer des tsunamis, de la peur de se rebeller, de la peur, enfin de toute cette peur-là, qui font que il y a quand même une part de responsabilité là-dedans, dans le sens où la parole n'est pas libre et les femmes ne libèrent pas leur parole, en fait. Et c'est un choix. C'est un choix qui n'est pas... je veux dire, je ne critique pas les femmes qui ne vont pas dénoncer leurs violeurs, etc. parce que je sais que c'est très dur. Parce que le problème, c'est que dans la société actuelle, alors ça se fait de plus en plus, mais avant, il n'y avait pas de visage féminin fort, de visage féminin qui va dénoncer. C'est vraiment toute la peur de... Et c'est quelque chose, on le verra tout à l'heure, mais c'est quelque chose aussi qui est... répété par les mères et qui se répète de génération en génération, entre les femmes, et c'est tout ce truc de non, ne dérange pas, non, ne dis rien, tu sais pas ce qui va se passer, ça va être pire après, ça se trouve, on va penser que c'est ta faute, etc. Et tout ça qui muselle en fait la parole des femmes, alors qu'en fait il suffirait de dire mais ta gueule en fait, non j'ai pas envie, dégage, tu me saoules, et ne pas chercher à protéger la virilité masculine, ne pas chercher à... on s'en fout en fait, juste c'est votre avis, c'est votre décision, à un moment non c'est non. Alors après... Dans les pays du Moyen-Orient, c'est compliqué parce que, bien sûr, une femme qui se rebelle contre son mari, comment dire, voilà. Mais c'est aussi un choix. C'est un choix de ne pas se rebeller. C'est le choix entre vivre muselé, vivre enfermé et peut-être mourir. Et c'est un choix très délicat et c'est un sujet tellement vaste, tellement complexe que je ne suis pas du tout habilitée pour le traiter. Mais c'est juste pour vous prévenir qu'effectivement, lui, en tant que narrateur, il dit que les femmes ont aussi leur part de responsabilité dans ce qui se passe et que ce sont de bonnes complices de leur mari par leur silence. Et je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, ce qui ne veut pas dire que je critique les femmes, simplement je suis assez d'accord que le silence... parfois vaut complicité, que là dans le livre, sa mère n'a pas cherché à l'aider, jamais, et qu'elle s'est jamais rebellée contre son mari, alors que c'est un homme qui la frappe, que c'est un homme qu'elle n'aime pas, que c'est un homme qui est violent, et oui, c'est triste, et c'est une réalité qui est horrible, mais je pense que voilà, tout le monde doit s'interroger là-dessus, sur sa part de responsabilité, à ne rien dire, à ne pas vouloir faire bouger les choses, à rester dans son coin, et de toute façon, on va en parler avec celui-là, parce que celui-là c'est très très bien et vraiment c'est un bijou, mais bon pour l'instant je reste sur celui-là. Donc il dit qu'on en revienne à notre sujet, qu'on revienne aux femmes. D'accord, je commencerai par celle que je connais le mieux, celle qui m'a élevée, celle que j'ai le plus aimée, celle qui m'a trahie. J'espérais que ma mère se libère bien davantage. Ce n'est pas parce qu'elle travaillait qu'elle était libre. Sa vie était une forme d'esclavage. Tout l'argent qu'elle gagnait, elle le mettait dans la marmite et elle peinait à boucler les fins de mois, pendant que mon père se pavanait dans ses costumes et sa berline. Alors dire que financièrement elle était indépendante, c'est comme dire qu'un mort est en vie, et il faut juste être suffisamment con pour le croire.
J'aurais tant aimé qu'elle se soulève, qu'elle se dresse contre les abus du paternel, pas forcément ceux qu'il commettait à mon égard, mais déjà ceux qu'il lui faisait subir. J'aurais aimé qu'elle lui réclame sa part de bonheur, d'amour, qu'elle exige de lui d'être un vrai partenaire, qu'il participe aux courses, au ménage, à la cuisine, au lieu de lui servir des plats qu'il mangeait sans un merci, en ayant même l'insolence de lui balancer parfois que ce n'était pas bon, qu'elle avait raté, que c'était de la merde. Je sais qu'elle n'est pas heureuse, comme je sais qu'aucune de mes voisines ne l'est, ni même mes tantes, ni mes cousines. Pourquoi vous croyez qu'elle leur fiche la paix à leur mari, qu'elle les laisse palabrer des heures au café, si ce n'est pour ne pas avoir leur gueule, pour avoir un peu de répit. La vérité, c'est que les hommes du pays ne savent pas rendre les femmes heureuses, et elles ont, dans ce qu'elles endurent, leur part de responsabilité. Et en fait, je pense que... alors, je sais pas, je réfléchis beaucoup à la question en ce moment, donc c'est pas une pensée figée que j'ai, et je suis pas hyper convaincue de ce que je dis, mais... Je pense que les femmes, en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette forme de sororité, de respect, de soutien inconditionnel des femmes envers les femmes pour soutenir toutes celles qui aimeraient prendre la parole, parler, dénoncer et ne pas les regarder comme des personnes qui viennent là foutre le bazar, etc. Il faut vraiment se soutenir entre nous parce que c'est en se soutenant entre nous qu'on va avoir de la force. J'ai du mal à imaginer que la femme puisse être soumise à l'homme dans une société où il y a plus de femmes que d'hommes au niveau des statistiques. Enfin, on est sur un pied d'égalité. Alors pourquoi est-ce que la femme reste soumise? Pourquoi est-ce que la femme n'a pas les mêmes droits que les hommes? Enfin, c'est vraiment compliqué, mais ça m'énerve en fait ce sujet, parce qu'on ne peut pas dire la moitié de l'humanité se soumet à l'autre moitié. Enfin, c'est pas possible au bout d'un moment. Je pense qu'il faut... Enfin, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas ce... Et je pense vraiment qu'il va falloir que je fasse des recherches sur la question, parce que c'est quand même dingue, enfin, se dire que 50% de l'humanité a moins de droits que 50%, enfin, que le reste en fait, que les 50% restants. Enfin, ok, oui, physiquement les hommes sont plus forts, mais très honnêtement, enfin... Il y a énormément de pays où les femmes font à manger, elles ont un pouvoir énorme sur les hommes, parce que eux ils mangent, mais ils savent pas ce qu'ils mangent au final. Je veux dire, si on veut se rebeller, vraiment, on a les pouvoirs de le faire. Enfin, voilà. Bon, bah après voilà, bon, si mon compagnon tombe sur cette vidéo, coucou, je ne te veux aucun mal. mais c'est juste que je trouve ça juste dingue en fait de voir encore en 2021 se battre pour des droits alors qu'on représente la moitié de la population. Enfin, crotte à la fin, je veux dire, c'est... Bon, bref, pour revenir à nos moutons, parce que bon voilà, je peux toujours... Enfin, c'est vraiment des sujets qui me révoltent, parce que je comprends pas, simplement je comprends pas. C'est compliqué, mais je comprends pas. Comment, en étant d'un nombre aussi, enfin, d'un nombre à peu près équivalent, on peut être complètement soumise à l'autre moitié. Ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve, et je pense que en fait la réponse est vraiment de parler, d'avoir des figures féminines fortes, d'établir de la sororité, de l'entraide entre femmes, et voilà, mais au lieu de vivre toujours en concurrence, enfin c'est... Bref, je vous reparlerai en fait du livre que j'ai cité là, Baiser après MeToo. Je l'ai trouvé assez intéressant, donc voilà. Mais c'est ça. Bon, en tout cas, pour Belle Abîme, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est ce livre qui m'a vraiment convaincue par rapport à l'intérêt que je pouvais porter à la maison d'édition Elisade. C'est ce livre qui m'a fait me dire tiens, qu'est-ce qu'ils font d'autre. Donc voilà, je peux que le recommander. C'est vraiment un très 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 bel ouvrage. Ensuite, donc je vais passer à ce livre-là, Que sur toi se lamente le tigre, de Emilienne Malfato. Voilà, alors je sais que la luminosité baisse beaucoup. En fait, j'avais déjà tourné cette vidéo et en fait mon fichier s'est corrompu, donc là il est un petit peu tard et c'est un peu compliqué au niveau luminosité, mais on va faire avec. Ce livre, en fait, il m'a foutu le frisson tout le long. C'est une énorme claque. Quand je frissonnais pas, j'étais à moitié en train de pleurer. Enfin, voilà. C'est le prix Goncourt 2021 dans la catégorie premier roman. Et il n'a pas volé parce que vraiment, c'est magnifique et très cruel. Et c'est... Ouais, c'est... Une grosse claque. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit absolu. Hors mariage, une relation amoureuse comme un élan de vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte, son destin est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros mésopotamien, porteur de la mémoire du pays et des hommes.
Inspirée par les réalités complexes de l'Irak qu'elle connaît bien, Emilienne Malfato nous fait pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée par l'autorité masculine et le code de l'honneur. Un premier roman fulgurant et à l'intensité d'une tragédie grecque. Et effectivement, oui, comme j'ai dit, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, ce livre. Émotionnellement, c'est une grosse claque. Donc je ne peux faire que vous le recommander. C'est vraiment sublime. Je vais je vais vous expliquer un petit peu comment il est formé parce que la narration est particulière. Déjà, on a la narration de la femme qui est condamnée, parce qu'elle est tombée enceinte hors mariage, et les femmes qui tombent enceintes hors mariage en Irak, pour sauver l'honneur, se font tuer. Super, donc c'est ça. Donc il y a ça, cette vision-là. Il y a la vision du fleuve, le Tigre. Ça, j'ai trouvé ça mais d'un poétique, mais c'est génial. Je vais vous lire un passage tout de suite, parce que je vais pas y revenir ensuite, mais... On m'appelle Tigre, mais chaque jour je nais du taureau et de l'orage, là-haut dans les montagnes du Nord. Les hommes de cette région ont déchiré mon flanc et raflé mon flot avec leur métal et leurs pioches. Ils ont élevé des parois de béton et d'acier pour contraindre mes eaux. Ils sont comme le vent dans les roseaux. Ils passent, mais ne dureront pas. Quand on compte comme moi un millénaire, plus rien n'a vraiment d'importance. Et en fait, c'est le tigre qui parle des hommes, qui parle du traitement que lui infligent les hommes parfois, qui parle des traitements que les hommes s'infligent à eux-mêmes. Et il y a plein de petits passages comme ça, donc c'est tout court là, où en fait, voilà, c'est le tigre qui parle et qui raconte des choses du point de vue du fleuve, et c'est vraiment souvent très très poétique. Donc c'est ça, j'ai beaucoup aimé ces passages-là. Donc au-delà de la narration par la femme qui est condamnée, on a aussi des passages des récits de Gilgamesh, et on a aussi des choses donc, que je vais vous lire, qui retracent une narration à la première personne de chaque protagoniste de l'histoire. Parce que dans l'histoire, on a le point de vue de la belle-sœur de la narratrice principale, de son beau-frère, du frère qui va la tuer, du petit frère qui n'est pas encore un homme, du frère qui est un homme mais qui est assez ouvert, de la mère. On a énormément de points de vue. Et je vais commencer par celui de Mohamed, qui est donc l'homme qui a une relation sexuelle avec cette femme. Donc pour vous dire un petit peu, elle n'a pris aucun plaisir à cette relation sexuelle, c'était sa première fois, elle est tombée enceinte. En plus, lui, il était assez pressé d'avoir une relation sexuelle avec elle parce qu'il devait ensuite partir. Et en fait, donc, il a complètement... enfreint les règles qui auraient voulu qu'ils attendent le mariage, mais comme ils étaient fiancés et que lui il avait très 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 envie, finalement ils ont fait l'amour, et c'est ça qui condamne la narratrice, le fait qu'elle soit tombée enceinte de lui. Donc voilà, donc ça se découpe comme ça. Je suis mort. Je suis allongé sous le béton et le métal. J'ai le corps tordu et la nuque brisée. Quelqu'un très loin, très haut contre le ciel, ou bien encore plus loin devant un écran désincarné. Quelqu'un s'est trompé d'immeuble, ou de rue, ou de quartier, ou d'uniforme. Je suis mort par erreur. C'est une fin stupide. Je rêvais d'héroïsme, je suis un dégât collatéral. Je suis mort et je ne serai jamais père, jamais époux, jamais plus amant ni ami. Mon corps a déjà pourri, pourtant, je me souviens de la force de mes bras et du désir qui brillait parfois dans les yeux des filles quand nous, les garçons, nous baignions au grand fleuve dans des éclaboussures argentées. Je suis une charogne, pourtant. Je n'oublie pas la chambre verte. Je suis mort et ma mort en entraînera d'autres. La femme que j'ai voulue pour mon plaisir, mon enfant ne naîtra pas. Ma jouissance a été leur châtiment. Dans ce pays de sable et de scorpions, les femmes payent pour les hommes. Donc là, c'est ça, c'est en fait l'aveu de lui, son désir qui, au final, va condamner la femme qu'il aurait dû épouser. Et le fait que les femmes payent pour les hommes en Irak, quoi. Donc c'est assez fort. Je vais vous lire, Je vais vous lire La mer, parce que je trouve que c'est justement intéressant sur ce que je disais avant, à savoir la perpétuation, le fait de perpétrer en fait des coutumes qui parfois ne sont même pas le fait des hommes, mais le fait des femmes en elles-mêmes. Parce que c'est les mères qui apprennent à leurs filles à se comporter de telle ou telle manière, les mères qui régentent un petit peu la vie des filles. Et même par exemple en Occident, rien que t'as un petit peu grossi quand même, tu devrais faire attention. Ce genre de commentaires-là, en fait, c'est les mères qui les disent à leurs filles, les pères, en tout cas dans mon cas, j'ai jamais eu ce genre de remarques de mon père qui en a strictement rien à faire, mais en fait c'est ça, ces sortes de prisons qui te reconduisent encore et encore au lieu de juste être bienveillante et de dire ok t'es comme t'es ma fille et je t'aime comme t'es et bats-toi, sois forte et voilà, ou ne sois pas forte si t'as pas envie, enfin fais ta vie quoi. C'est cette sorte
de boucle, de refrain qui revient tout le temps et du corps féminin, enfin du corps en tant que personne, hein, pas le corps, mais de toute cette féminité en fait qui contraint la féminité elle-même de génération en génération par ce genre de biais-là, et je trouve ça terrible, et aujourd'hui on devrait vraiment se libérer de ça pour pouvoir se soutenir les unes les autres au lieu de se juger juste, voilà, c'est... Je suis la mère. La femme vieillit prématurément, le corps informe sous les voiles noirs, la bouche édentée de trop d'enfants, les cheveux toujours cachés, même derrière les portes closes. Je suis une forme vague et frustre, j'ai des boitillements de vieillarde et je n'ai pas 50 ans. Ma vie s'est déroulée derrière des murs et des voiles, dans la soumission aux hommes et dans ce monde si particulier des femmes, d'ici, qui opèrent comme un miroir déformant sur les êtres et les choses. Ma vie est derrière moi et je ne sais plus ce que j'ai vécu. J'ai glissé sur les joies et les peines en acceptant mon sort. J'ai épousé l'homme qu'on me destinait, j'ai eu des enfants, j'ai traversé des guerres. À chaque enfant, à chaque guerre, à chaque humiliation quotidienne de ce monde fait pour les hommes, je me suis voûtée un peu plus, je me suis tassée sous mes voiles noirs. Il y a bien longtemps que je ne ris plus. Je suis vieille et le monde de mes enfants m'est étranger. J'ai consciemment appliqué à mes filles les règles qui m'avaient été imposées. J'ai bâti autour d'elles la même prison que pour moi. J'ai justifié mon monde en le reconduisant. Et d'ailleurs, j'avais lu un livre, alors je ne sais plus ce que c'était, mais c'était sur l'excision. Et les femmes, en fait, qui amenaient leurs filles se faire exciser, et, alors qu'elles l'avaient elles-mêmes vécu et que c'est une torture, quoi. Et vraiment, ça me fait mal au cœur, cette sorte de... Ouais, cette sorte d'éducation, de culture qui ne fait que se reproduire, et qui, en fait, font des victimes premières, les bourreaux d'autres victimes. Enfin, c'est affreux, enfin, je trouve ça... L'amour maternel ne me fait pas défaut, mais il s'éternise sous les interdictions, les obligations, sous les voiles et les frustrations. Ai-je été aimée dans ma vie d'adulte ? Ai-je aimé le père de mes enfants ? J'ai écarté ces questions parce qu'elles ne servent à rien, parce que ma mère à moi m'a appris à ne pas les poser, parce qu'elle a bâti autour de moi la même prison que pour elle. Ai-je rêvé d'autre chose un jour ? D'une autre vie ? D'un autre possible ? Suis-je restée éveillée la nuit, aux côtés de mon amant plus âgé, à imaginer des frissons dans le ventre et des serments chuchotés par un garçon sans visage ? Si j'ai un jour rêvé, je ne m'en souviens plus. Notre monde n'est pas fait pour les rêves. Je suis la mère et je suis absente, confite en dévotion et en douleur obligatoire sur la tombe de mon mari, dans la vallée des morts. On va tuer ma fille. Amir attendra-t-il que je rentre ? La route est longue par l'écart des pèlerins. Mon fils va tuer ma fille et je ne m'y opposerai pas. M'y opposerai-je si je rentre à temps ? J'ai depuis trop longtemps accepté les règles. Donc c'est ça, c'est l'histoire de femmes qui se plient à des règles alors que, en fait, elles les ont elles-mêmes subies et qu'elles savent que c'est mal, qu'elles savent qu'elles sont pas heureuses, et c'est terrible, vraiment c'est terrible, parce qu'on peut s'interroger sur leur part de responsabilité, sur pourquoi est-ce que c'est comme ça, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça, et vraiment c'est un sujet, mais ça me tue, quoi. Donc je vais vous lire Ali, qui est donc un autre frère de celle qui va mourir, et qui lui ne va pas la tuer en fait, parce que c'est un frère plus jeune, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est dévolu au frère le plus âgé, et donc je trouve ça aussi intéressant au niveau du texte, vous allez le voir, hein, mais je trouve ça intéressant par rapport à je dénonce mais en fait je ne fais rien. Voilà, c'est un petit peu de la dénonciation passive et sans action. Et ça, c'est terrible, parce que en fait, ce sont des gens qui savent que les choses ne vont pas, mais qui ne font rien pour les changer. Je suis l'autre frère, le moderne, le modéré, celui qui ne tuera pas, celui qui voudrait tout arrêter mais qui n'arrêtera pas l'assassin. Je suis le lâche, celui qui désapprouve en silence. Je suis la majorité inerte, je suis l'homme banal et désolé de l'être. Je suis le frère de ma sœur qui aime et qui comprend. Je suis le frère de mon frère qui respecte l'autorité de l'aîné. Je suis celui qui condamne les règles, mais ne les défie pas. Je suis le complice par faiblesse. C'est moi qu'on vient voir en cas de coup dur. C'est à moi qu'on demande de l'argent. C'est moi qui ai emmené un jour Daïd, mes sœurs à la grande roue de la ville. Le rire s'envolait vers le ciel. Je les regardais d'en bas. J'en avais le vertige. Je n'avais pas osé monter avec elles. Je suis le frère ouvert, tolérant, presque libéral, un homme bien. Voilà ma légende personnelle, celle que j'ai bâtie, celle que je protège. Un jour, j'ai emmené ma sœur à Bagdad, sans abaya. Ne rien dire à Amir, ce sera notre secret. Nous avions marché dans les rues de Mansour. Elle ne portait qu'un mince voile. Elle avait mis du rouge aux lèvres. Elle semblait une fille de la capitale et les hommes la regardaient. Et moi, j'étais fière d'être son frère et de marcher à son côté, et j'ai pensé qu'il n'y avait pas de honte, pas de manquement à l'honneur dans les lèvres fardées de ma sœur et les regards des garçons. Puis nous avons repris la route du sud, et elle a remis son grand voile noir.
Mais cette parenthèse est restée entre nous comme une escapade un peu folle, comme un pied de nez aux règles, et il y avait en nous cette même joie un peu bravage de notre enfance, quand nous nous empiffrions, sans fin de pain brûlant, sous les récriminations de notre mère, excédée près du four en terre. Après, parfois, nous en reparlions. Ce jour d'avril à Bagdad est resté comme une esquisse de ce qui aurait pu être si nos femmes étaient libres. Je suis un homme bien, mais je suis un homme lâche, et ces règles que je condamne, que je déplore, sont mon excuse. Je pourrais m'opposer à mon frère, mais notre monde est ainsi fait, et il n'y a rien à ajouter. Et je n'ai plus à me dresser contre lui. La société est ma meilleure dérobade, le refuge de ma légende personnelle. Je suis un homme bien, mais je n'empêcherai pas mon frère de tuer ma sœur. Je suis en demi-teinte, enchaînée par des règles que je condamne, navrée d'être un salaud. Donc voilà, c'est un livre comme ça qui est très dur, qui brosse vraiment le portrait de différents points de vue en épousant une narration à la première personne que je trouve personnellement très pertinente, et c'est ce qui fait la force de ce livre, et très honnêtement c'est mon coup de cœur de décembre parce que il est superbe. Alors je vois que vraiment la luminosité ça ne va plus du tout et c'est tout flou, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie de découvrir la maison d'édition Elisade, vraiment c'est super. J'espère aussi que vous aurez envie de vous réfléchir un petit peu avec moi au sujet des sapins, et plus globalement des rapports entre les hommes et les femmes, parce que je trouve que c'est un sujet très très complexe et très intéressant aussi, qui me met parfois pas mal en colère. Mais je vous montrerai dans le livre de Digli, au début il y a une sorte de dessin où on la voit qui fulmine, ouais puis c'est pas juste tout le sexisme nanana, et elle part de chez elle avec ses chats, et on voit son copain qui est en tablier avec un gratin à la main et qui fait oh mais Minou tu reviendrais quand même pour manger un petit bout. Et en fait ça montre en gros que dans son couple c'est quand même un couple qui est très équilibré, avec l'homme qui la respecte etc, mais que en fonction, enfin je pense que c'est le problème, c'est plus globalement le problème au niveau de la relation homme-femme, que ce soit en France peut-être plus généralement, mais aussi dans le monde entier. Et moi c'est aussi parfaitement ce qui m'enrage, parce que je n'ai aucun problème au niveau de mon couple, mon copain me respecte, il n'y a pas de souci, on est assez égalitaire pour les tâches, d'ailleurs je pense que parfois il fait plus que moi, mais très honnêtement c'est plus le global qui est rageant, et le global qui interroge, qui questionne sur comment est-ce que la moitié de la population au niveau des statistiques peut être soumise à l'autre moitié, et comment est-ce que on s'en sort, et comment on sort de là en fait simplement. Donc c'est ça, et après il y a des pays bien sûr où la situation de la femme est quand même plus délicate qu'en France par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire à notre niveau aussi. Enfin, c'est pas parce que une telle est plus malheureuse que nous nous on doit dire oh bah heureusement qu'on n'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je m'énerve un peu souvent dans les vidéos en ce moment, je sais pas, c'est vraiment la révolte à force de lire. En même temps c'est des livres vraiment très engageants, très engagés, qui parlent de sujets qui sont complexes et cruels et dur, et forcément j'en ressors jamais indemne. Donc voilà, n'hésitez pas à lire ces livres et à me dire ce que vous en avez pensé. On se reverra pour une prochaine vidéo. Alors je pense que ce sera un point lecture. Je vais essayer de le tourner, mais alors je ne sais pas quand, parce que là avec la luminosité c'est compliqué, ma caméra part complètement en vrille. Donc voilà, j'essaye d'avoir des images un peu claires, mais je pense qu'il va falloir vraiment que je change de matériel pour avoir quelque chose de plus joli, parce que là c'est tout flou, c'est bon, au moins au niveau du son ça va, mais c'est vrai que l'image je pense que je pourrais améliorer tout ça. Voilà, donc je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, voilà, j'aime bien les deux plateformes. C'est vrai qu'Instagram j'essaye de poster assez souvent, bon là pour la période des fêtes je vais un peu m'arrêter parce que je vais en Charente-Maritime, et la Charente-Maritime et la connexion internet là où vivent mes parents c'est compliqué. Donc voilà, c'est ça, mais je vous prendrai des photos et je vous les posterai quand je reviendrai. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me rejoindre. Voilà, et on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo.